Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité, pour votre ponctualité. Vous êtes bien sûr international et nous aussi. Au menu aujourd'hui, au menu de cette émission, eh bien, nous allons parler sport. En effet, les prochaines semaines qui s'annoncent vont être marquées par un agenda sportif très important, que ce soit l'Euro de football dans quelques jours en France, le Tour de France ensuite cyclisme et puis bien sûr la grand-messe, les Jeux Olympiques de Rio début août. On estime qu'entre 3 et 4 milliards de téléspectateurs suivront les exploits de quelques 10 000 athlètes représentant 204 nations. Notre invité aujourd'hui, Pascal Boniface, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Pascal Boniface, qui n'a pas marqué les mémoires comme grand footballeur, autant le dire. Ça, c'est clair. Voilà, par contre, vous avez beaucoup travaillé sur les relations entre le sport, entre ces grandes rencontres internationales et la dimension politique et stratégique. Quand on parle sport, aujourd'hui, quand on va parler Jeux Olympiques, on parle aussi de la relation, parfois tendue, entre les nations. On parle aussi de politique, pour simplifier ? Oui, dès le départ et plus encore maintenant, du fait de la très grande médiatisation du sport. Aujourd'hui, tout le monde connaît Cristiano Ronaldo, pas grand monde connaît le nom du Premier ministre portugais. On voit que le sport a pris une place par le nombre de téléspectateurs que vous avez indiqué, par le nombre de personnes qui suivent au quotidien, dans les médias, sur les réseaux sociaux, les exploits, les grands sportifs. Et donc, dans ce village global qu'est la planète, les vedettes sportives sont certainement les gens les plus connus et également les plus populaires. Il y a des responsables politiques qui sont très connus, mais ils sont souvent beaucoup plus clivants que les grandes vedettes sportives qui, elles, amassent, elles, de la popularité. Vous n'hésitez pas, dans la préface de votre livre, à réfuter Malraux. Vous dites que le XXIe siècle ne sera pas religieux, il sera sportif. On va voir toutes ces implications avec Sophie Malibaud de RFI. Beaucoup de questions à vous poser. Ce que je vous propose, c'est de voir les coulisses des Jeux Olympiques de Rio, tels qu'on peut les suivre actuellement. Je pense notamment à la préparation. Mais revenons sur la victoire à l'époque du choix du Brésil pour organiser ces Jeux Olympiques. Ça a tout commencé bien pour Lula. Ça continue un peu moins bien quand même. Lula en larmes quand il apprend en 2009 que Rio accueillera les Jeux Olympiques. Tout un symbole, le Brésil est alors le 3e pays émergent à être choisi comme hôte pour la compétition. Depuis, les défis se sont multipliés pour le pays. Crise économique, scandale de corruption et instabilité politique, des troubles qui pourraient compromettre les festivités. Premier enjeu, gérer au mieux les infrastructures. Près de 2 mois avant l'ouverture, tous les travaux ne sont pas terminés. Le gouvernement se dit confiant mais reste fortement critiqué. En avril, cette piste cyclable s'effondre, faisant 2 morts. Récemment construite, elle devait relier les différents quartiers de Rio où se dérouleront les épreuves. Le Brésil et les Brésiliens sont en bonne voie pour nous offrir des Jeux Olympiques réussis et créer un vrai héritage. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Autre enjeu, la sécurité. 80 000 militaires et policiers seront mobilisés. Mais il reste un ennemi que les matraques ne peuvent atteindre, les moustiques porteurs du virus Zika. Une crainte réelle pour certains experts scientifiques et comités nationaux. Le Kenya a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait ne pas participer si l'épidémie s'aggravait. Des grandes puissances pourraient-elles aussi manquer à l'appel, la Chine et la Russie, actuellement en pleine affaire de dopage. Le succès des Jeux, suivi par des milliards de téléspectateurs, dépend aussi de leur présence. Un défi médiatique donc, mais aussi diplomatique pour le Brésil qui voudrait renforcer son poids sur la scène internationale et rejoindre le Conseil de sécurité de l'ONU. Pascal Boniface, le choix du Brésil, c'était le fait de saluer un grand émergent, comme on dit, dans ce pays aux multiples crises. Actuellement, c'est pas un peu la poisse d'avoir décroché les Jeux? Il y a un effet de loupe quand même. Oui, bien sûr, mais au moins on parle du Brésil. Et lorsque le Brésil a obtenu les Jeux, c'était une victoire à la fois personnelle pour Lula, parce qu'il s'était battu contre Obama. Obama était venu également présenter la candidature de Chicago. Et on était en pleine Obamania, puisqu'il avait pris le pouvoir depuis quelques mois. Et donc le CU a fait de la géopolitique. Ils ont voulu donner les Jeux, non pas
à un pays occidental traditionnel et surpuissant, et surtout après Londres, mais à un pays émergent. Un pays émergent qui, en plus, se distingue un peu de la Chine, un pays émergent et démocratique. Et effectivement, le Brésil a fait le doublé, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, ce qui était, et Lula l'avait dit, c'était pour lui le signe de la reconnaissance de la réussite du Brésil au niveau international. Alors depuis, pas à cause des Jeux, mais depuis effectivement l'économie se ralentit. La corruption existait depuis longtemps, mais il y a un ralentissement de la croissance, il y a un malaise social, etc. Les Jeux vont quand même mettre un peu de baume au cœur des Brésiliens, vont permettre de voir Rio sur tous les angles, ils sont plutôt positifs, donc vont être finalement une bonne publicité touristique et pour Rio. Mais c'est vrai que ce n'est pas le triomphe auquel les Brésiliens s'attendent en 2009 parce que les conditions à la fois de politique intérieure et économique et sociale ont changé. Est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu au bout du système avec ces Jeux de Rio, avec un pays qui met en avant des possibilités en fait qu'il n'a pas réellement, puisqu'il n'est pas vraiment tout à fait capable de mettre ce qui était prévu au moment de sa candidature sur le tapis. Est-ce qu'on n'est pas en train là de se dire il faudrait peut-être en amont de l'attribution des candidatures voir si les gens sont capables de délivrer leurs promesses? Non, mais je pense que tout sera prêt. Pendant la Coupe du Monde, tout était prêt. On s'était beaucoup inquiété des grèves, des manifestations, et la Coupe du Monde s'est bien déroulée, même si on pensait que des stades ont été construits. Mais ça aussi, c'est le système brésilien. Il y a des stades inutiles qui ont été construits pour la Coupe du Monde. Là, les Jeux Olympiques, c'est dans une seule ville. C'est beaucoup plus concentré. Toutes les infrastructures sont prêtes. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment pour les transports en commun. Ils seront peut-être pas prêts à l'heure, mais ça a été aussi une occasion de remodeler Rio. Et en fait, il y a deux modèles pour une ville candidate aux Jeux Olympiques. Il y a le modèle de l'échec, c'est Montréal, ça coûte cher, il y a une dette qui traîne pendant des années. Et il y a le modèle Barcelone ou Londres. On redessine une ville de façon positive et l'héritage des Jeux bénéficie aux habitants de la ville. Et donc Rio a plutôt bâti sa candidature sur le modèle Barcelone et puis Londres ensuite, mais bien sûr un peu plus tard, que sur le modèle Montréal. Et il est vrai que la reconquête d'une partie de la ville, le fait que la circulation a été améliorée, qu'on ait reconquis une grande partie des accès à la mer, est venu changer la ville, et ça restera de façon positive pour après. Alors lorsque l'on regarde, et vous le faites dans votre livre, la charte olympique, la règle 2 notamment, interdit toute utilisation politique ou commerciale. Évidemment que c'est plus ça. C'est très hypocrite parce qu'il y a effectivement, les Jeux sont bien sûr... Et politique et commercial. Voilà, c'est bien sûr politique du début à la fin, et c'était dès le début de la création des Jeux, et ça s'est accentué avec cette médiatisation. Les premiers Jeux Olympiques, c'est un petit exercice qui réunit une centaine de sportifs de 13 nations, toutes européens ou 2 nord-américaines. Donc c'est vraiment, ça n'a rien d'universel, ça n'a rien de global, ça n'a rien. Bon, maintenant c'est tout à fait autre chose. Donc c'est très politique effectivement et c'est très commercial parce que les sponsors affluent, que les télévisions payent très cher pour avoir les droits de retransmission, que les gens se précipitent sur place ou devant les écrans pour regarder. Et donc effectivement, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est quelque chose qui est commercial. Mais en même temps, et il faut le reconnaître parce que ce n'est pas suffisamment dit, il y a aussi une part redistribution. Il y a aussi une aide du CIO aux comités olympiques les plus pauvres. Et donc, il y a quand même... Tout cet argent ne s'évapore pas et il y a une partie redistribution. Alors, dans cette... Est-ce que vous prenez absolument pas au sérieux cette sonnette d'alarme tirée par des experts en santé qui pointent du doigt la menace du virus Zika qui pourrait devenir endémique et se propager parce qu'on aura 1,5 million de 500 000... Je pense qu'il faut prendre des précautions, mais une fois encore, ce n'est pas à Rio que cette épidémie est la plus forte et qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une interdiction de se déplacer au Brésil. Il y a effectivement... Peut-être que la visibilité des Jeux donne l'occasion à certains de parler un peu plus, mais lorsque l'on parle aux responsables brésiliens, ils n'ont pas envie que le Brésil et que Rio deviennent une no-go zone. Et pour l'instant, l'OMS, en tant que tel, l'OMS n'a pas tiré cette sonnette d'alarme. Alors on revient donc sur le plateau de ces Jeux Olympiques. On le disait, il y a plus de nations qui vont participer aux Jeux Olympiques qu'il n'y en a représentées à l'ONU. La planète entière est là, et des nations qui ne se rencontrent pas habituellement, des nations en guerre. La Syrie sera là, par exemple. Oui. Palestiniens, Israéliens se retrouvent. Bref, on a le sentiment que nulle part ailleurs que dans le sport, on ne retrouve cette confrontation. Elle n'est pourtant pas totalement pacifique.
Non, mais c'est une compétition virtuelle, symbolique. Au temps de la guerre froide, il y avait le décompte des armes nucléaires pour l'Union soviétique, les États-Unis, le décompte des bases militaires à l'étranger et tous les 4 ans, le décompte des médailles pour savoir qui avait le meilleur système. Et cette compétition est quand même moins antipathique que la course aux armements. Elle vient limiter. Finalement, quand on dit que le sport c'est la guerre, non. C'est la limitation d'un affrontement dans un cadre pacifique, régulé, régi par des règles connues de tous et admises par tous. Et effectivement, Israéliens et Palestiniens sont à la fois à la FIFA et au CIO, alors que la cohabitation n'est pas très facile pour le reste. Vous avez aussi un autre exemple très frappant, la Chine et Taïwan. La Chine refuse que Taïwan soit dans aucune instance internationale, même à l'OMS. On pourrait dire que finalement, pour la lutte contre les pandémies, la présence d'un pays, même pendant l'épidémie de SARS, la Chine refusait que Taïwan soit à l'OMS, alors qu'elle n'a pas pu refuser qu'elle soit sous un label particulier au CIO. Et donc, on voit quand même la force d'attraction du sport, parce que dans le débat à l'ONU, c'est l'ONU qui cède, et là, dans le débat, c'est la Chine qui cède par rapport au CIO. Alors, on voit bien que dans cette confrontation, j'allais dire, presque tous les moyens sont bons. Il y a encore, on peut le dire, un dopage d'État dans l'ancienne Union soviétique. En Russie, aujourd'hui, des athlètes se font épingler. Il faut absolument ramener ces médailles. C'est un élément de suprématie, de visibilité mondiale. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui reste célèbre du temps du général de Gaulle. La France avait eu un bilan absolument catastrophique aux Jeux de Rome, aucune médaille d'or, 2 de bronze, 3 d'argent de mémoire. Et il y a un dessin qui est resté dans les annales de Jacques Faisan, mettant en scène le général de Gaulle en survêtement avec des baskets, disant « Décidément, dans ce pays, je dois tout faire moi-même ». Et donc, à partir de là, de Gaulle, qui voulait relancer la France au niveau international, qui voulait redonner sa grandeur à la France, avait compris, alors qu'il n'était pas un fan de sport, que le sport ne le faisait pas vibrer, c'était pas un supporter, il avait compris qu'on ne pouvait pas avoir un pays qui porte haut et fort sa voix si elle avait un bilan catastrophique en sport. On était en 60, donc c'est encore plus important aujourd'hui, effectivement. Alors, le dopage, effectivement, il y a eu un dopage d'État dans toute l'Union soviétique, dans tous les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est étant l'exemple, parce qu'il y avait aussi la compétition entre les deux Allemagnes. Bien sûr. Mais il y avait aussi un dopage individualisé aux États-Unis. On a quelques exemples connus. Donc c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a les 4 dopages, maintenant, ils sont de plus en plus répertoriés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on connaît des cas de dopage des Jeux de Pékin 2008, Londres 2012. Voilà. Donc l'impunité recule quand même. Oui, mais toujours un effet retard. Maintenant, il y a donc des contrôles rétroactifs. On est arrivé jusqu'à Pékin. Et à Pékin, ce sont quand même 31 athlètes dépistés, dont 14 de la Russie. Et surtout des révélations d'anciens responsables des laboratoires antidopage russes qui commencent à pointer du doigt une responsabilité d'État, une implication du FSB, des services de renseignement. Il y a là la fédération, il y aura certainement des sanctions qui seront prises à l'égard de la Russie, parce que Thomas Bach, le patron du CIO, a dit qu'il était intraitable. Et c'est vrai qu'il y a 2 dangers majeurs pour le sport. Les paris truqués et le dopage. Ce sont les 2 qui peuvent mettre en jeu l'intégrité des compétitions et faire douter. Si on pense... Le sport, c'est la réussite. Si on pense qu'on peut tricher pour gagner, ça vient atteindre la crédibilité. Je ne pense pas qu'il y ait plus de dopage aujourd'hui. Simplement, on en parle plus parce qu'il est plus dépisté. Et même si on reconnaît longtemps après les cas de dopage à Pékin ou à Londres, il y a un effet dissuasif pour l'avenir. Parce que les gens qui se disent « Bon, je triche là, le temps qu'on puisse dépister le nouveau produit dopant que je prends, bah non, parce que, alors, c'est sûr que pour les sportifs, il vaut mieux recevoir sa médaille le jour de la compétition que dans un bureau 8 ans après. Mais quand même, là, je pense qu'en termes de lutte contre le dopage, on est sur la bonne voie, même s'il y aura toujours des gens qui vont tenter de tricher. Mais quelle peut être la sanction? Est-ce qu'elle doit être collective ou individuelle? Parce qu'après tout, pour ceux qui ne participent pas au dopage, c'est quand même assez injuste. Alors, est-ce que c'est possible d'envisager que les Russes, la Fédération de Russie de l'athlétisme, ne soit pas à Rio? Oui, même si, effectivement, certains diront, mais il y a des sportifs qui ne se sont pas dopés, tout le monde n'est pas convaincu de dopage. Et donc là, le CIO est face à une lourde responsabilité, soit ne sanctionner que ceux qui ont été pris la main dans le sac, soit dire, il y a finalement, c'est une affaire, si la fédération en tant que telle est impliquée, eh bien, il y a une probabilité que la fédération russe soit bannie des Jeux de Rio et qu'aucun athlète russe en athlétisme n'aille à Rio. Pascal Boniface, qu'est-ce que les Jeux Olympiques, historiquement, ont fait bouger ? Est-ce que, par exemple, ce sont eux qui ont
contraint l'Afrique du Sud à renoncer à l'apartheid? Non, mais ils y ont contribué. Bien sûr, ce ne sont pas les Jeux en tant que tels, mais on parle souvent, et ceux qui n'aiment pas le sport disent toujours que le sport c'est réactionnaire, que ça empêche le progrès. Il y a deux éléments quand même où les Jeux ont une importance. C'est sur la décolonisation et la lutte contre l'apartheid. Alors bien sûr, il serait exagéré de dire que c'est le mouvement sportif qui a contraint l'Afrique du Sud à démanteler le système de l'apartheid. Mais il a apporté sa pierre et une lourde contribution. L'Afrique du Sud a été exclue dès 1964 des Jeux Olympiques, sous la pression des pays africains qui étaient rentrés en masse au CIO. Qui venaient d'être décolonisés, d'ailleurs. Qui venaient d'être colonisés. Et la pratique sportive pour des pays indépendants qui viennent d'être créés, le fait de pouvoir envoyer une délégation aux Jeux Olympiques, de défiler derrière un drapeau, ça suscite un sentiment national avec une sorte de ciment rapide pour l'identité nationale. Et un pays qui devient indépendant, il demande à adhérer à l'ONU et dans la foulée, en même temps, et peut-être même avant, à la FIFA et au CIO. Parce que c'est au football et aux Jeux Olympiques. Au football et aux Jeux Olympiques, parce que c'est une visibilité du quotidien. C'est une visibilité pour tous les citoyens et non pas uniquement à ceux qui s'occupent de questions diplomatiques. Et donc, dans le mouvement de décolonisation, ça jouait un grand rôle. Et puis, effectivement, dans la lutte contre l'apartheid, le mouvement sportif a été à l'avant-garde de la mise à l'écart de l'Afrique du Sud, d'abord au niveau sportif et ensuite, par la suite, plus tard, au niveau politique, exclu de l'Assemblée générale des Nations unies. Et est-ce que, par exemple, pour le Proche-Orient, on peut attendre la même chose du sport, c'est-à-dire des rencontres, un dégel est-ce que les gens peuvent se parler dans les stades? Il y a eu le rêve d'une co-organisation de la Coupe du Monde 2018 entre Israël et la Palestine. Mais bon, disons que le sport peut faire beaucoup de choses, mais pas des miracles, y compris au Proche-Orient. Et qu'il peut aider. Souvent, par exemple, les forces de maintien de la paix disent que lorsqu'ils peuvent organiser un match de football entre communautés dans lesquels il y a des affrontements, ça veut dire que ça va mieux et ça veut dire que ça accélère le rapprochement entre les communautés. Il peut y avoir des rapprochements diplomatiques entre les deux Corées, par exemple. On avait parlé aussi de matchs entre Israël et Palestine, mais dans l'état actuel des relations entre Israël et la Palestine, un match de football, je crois, ne serait simplement pas possible, et même s'il pouvait exister, ne suffirait pas à lui seul à améliorer cela. Donc le sport ne doit pas être négligé. C'est un instrument diplomatique qui peut être utile pour rapprocher les communautés, pour rapprocher les États, pour donner une autre image, mais ce n'est pas une baguette magique qui résout tous les problèmes. Et surtout, Pascal Boniface, tant que la gouvernance mondiale du sport ne s'améliore pas, est-ce qu'on peut en attendre grand-chose? Parce que finalement, vous parlez de la progression du savoir sur le dépistage du dopage, mais pour ce qui est de la gouvernance et de l'attribution des grandes compétitions sportives internationales, il y a beaucoup... les affaires se multiplient. Et l'Europe est surreprésentée aussi. Alors oui, il y a toujours, même s'il y a une sorte de multipolarisation quand même dans les instances sportives, le CIO se déseuropéanise au fur et à mesure. À la FIFA, c'est un pays, une voix. Donc, au contraire, on estime qu'il y a des petites fédérations qui sont plus soumises aux influences parce qu'elles ont le même poids que les grandes influences. On peut dire que la FIFA est en retard, très en retard en termes de transparence, en termes de gouvernance. Il faudra voir si le nouveau président arrive à remettre les choses sur les rails, alors que le CIO a fait ce travail. Après l'extrême scandale de Salt Lake City, le CIO attribution dans des conditions très obscures, dans des conditions d'achat, de voix, de cadeaux indus aux membres du CIO. Le CIO a quand même beaucoup changé les règles d'attribution, les règles de visite des membres du CIO dans les villes organisatrices. Maintenant, on prend en compte une démission environnement et aussi une limitation des coûts, ce qui n'était pas le cas jusqu'à Pékin et à Sochi. Donc, ça change un peu. On dit que le chef actuel du CIO avait quand même le soutien de Vladimir Poutine. Est-ce que ça ne va pas empêcher qu'on aille jusqu'au bout, justement, du traitement de l'affaire du dopage? Il a le soutien de Poutine, mais il a le soutien d'Obama aussi, et donc il a le soutien de tous les chefs d'État par définition. Il faudra voir, là, pour l'instant, on ne peut pas reprocher à Thomas Bach d'avoir enterré l'affaire. Au contraire, il l'a évoqué publiquement. Il aurait pu dire « courage, fuyons, on va attendre et gagner du temps jusqu'à Rio ». Il n'a pas fait cela. La Syrie qui sera également présente, qu'est-ce qu'elle vient chercher? Pas forcément, pas des médailles, bien sûr. Une visibilité? Oui, alors il y a à la fois des... Enfin bon, c'est sûr que même si un Syrien gagnait une médaille d'or, ça ne changerait pas l'opinion que les gens ont de Bachar el-Assad. Mais effectivement, c'est un enjeu pour Bachar que de dire qu'il va aller là-bas. Mais en même temps, ces sportifs ne sont pas comptables du régime. Certains sont peut-être des supporters de Bachar, pas tous nécessairement. Ils ne sont pas tous comptables du régime.
Merci Pascal Boniface. On vous retrouve dans une minute. Nous allons parler peut-être des règles d'attribution, puisque 2024, ça va se jouer dans peu de temps. La France est candidate. On va parler de tout ça, peut-être aussi de l'Euro de football dans un contexte social tendu en France. Avant cela, point de l'actualité sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde. Suite d'International, nous recevons aujourd'hui Pascal Boniface, directeur des relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous et nous parlons de ce parallèle entre les grands événements sportifs, le sport de façon générale et la diplomatie, la politique, thème de vos recherches depuis de nombreuses années. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI. Christophe Ayat du Monde et sur ce plateau vient de nous rejoindre. Lorsqu'on regarde par exemple cette visibilité avec Madrid, avec Zidane connu dans le monde entier, ça aussi c'est quelque chose qui est fédérateur au niveau de la planète? Ah oui, effectivement. Ce qui est formidable, c'est que souvent le premier étranger qu'un enfant va admirer, ça sera un sportif. Et donc ça brise des barrières quand même. On dit que le sport attise les haines. Non, enfin il peut y avoir des cas, mais c'est plutôt des cas minoritaires. Et en fait, on va pouvoir admirer quelqu'un, même s'il n'est pas de votre pays, même s'il n'est pas votre religion, votre couleur de peau, vos convictions politiques. Oui, mais regardez, la France de 98, Black Blanc Beurre, elle a un peu fait long feu, non? Non, mais il ne fallait pas demander à l'équipe de France de football 98 de résoudre tous les problèmes. Il ne faut pas nier que ça a servi de modèle, de montrer que le vouloir vivre ensemble pouvait exister, que des gens très divers faisaient union pour faire une belle équipe de France qui était non seulement performante mais populaire et populaire à l'étranger. Après, c'est pas cette équipe de France qui va résoudre la crise des banlieues et le chômage. Donc, elle a fait son rôle, mais il ne fallait pas tout lui demander. Christophe Ayat, Le Monde. Mais, dans une dizaine de jours, l'euro va s'ouvrir. Il se tient dans un contexte social et politique assez particulier quand même. En France, avec les manifestations qui n'en finissent pas contre la loi El Khomri, un appel à la grève de la CGT pendant l'euro le 14 juin. Comment vous voyez les choses tourner? C'est la visibilité du sport qui du coup en fait également un enjeu politique, parce que la perspective dans une France qui est quand même profondément divisée. Et c'est vrai que l'image que l'on donne à l'extérieur n'est pas d'un pays uni, alors que la Coupe du Monde avait uni tous les Français. Vous rappelez-vous, à l'époque, il y avait une menace de grève des pilotes d'Air France, mais c'était une grève que l'on peut qualifier de très catégorielle et qui avait été extrêmement impopulaire, ce qui fait que les pilotes d'Air France avaient renoncé à cette grève. Là, les menaces sont multiformes, multimétiers et multisecteurs. Et donc, effectivement, comme le sport est très visible, que l'euro est très visible, c'est également un enjeu de médiatisation pour faire valoir toute telle lutte. On a eu les mêmes choses pour la Coupe du Monde il y a 2 ans au Brésil, où les manifestations, les grèves se sont multipliées. Sauf que au départ de la Coupe du Monde, toutes les grèves se sont arrêtées et la Coupe du Monde a eu lieu normalement. Donc il faudra voir là si on prend le risque, non pas d'interrompre, mais voilà, d'aller jusqu'au bout d'une sorte de désorganisation de l'euro. Sur le plan sécuritaire, et maintenant il y a divers types de menaces, puisqu'on a vu donc les menaces des attentats, le terrorisme, etc. Et puis il y a ce phénomène qui perdure et qui aussi de plus en plus radical, le hooliganisme. Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à nettoyer, si je puis dire, ce type de pratique d'une violence extrême Elle est quand même réduite. On ne peut pas effectivement complètement l'abolir, mais de même qu'on n'abolit pas les crimes en France, ni les violences, etc. Donc il n'y a pas de société parfaite où il n'y a aucune déviance. Donc effectivement, il y a 2 défis sécuritaires. Le défi terroriste. Il n'y a pas moyen d'interdire les mouvements qui se revendiquent ultranationalistes. Mais c'est comme si vous disiez, est-ce qu'on ne pourrait pas interdire le crime en France et on interdit les organisations criminelles? C'est ce qu'on fait, sauf qu'elles se recréent. Et donc, il y a quand même une coopération européenne qui est très forte. Les polices échangent entre elles, les groupes sont connus. Il y a des gens qui ne pourront pas quitter le territoire national pour venir en France parce qu'ils sont répertoriés par leur police nationale qui ont donné les informations. Et donc, on précise qu'il y a 5 matchs, 5 rencontres à haut risque sur 51, tout particulièrement. Et on est obligé quand même le risque zéro n'existe pas. Non, mais de même qu'une fois encore, on peut prendre des mesures de sécurité routière, on n'empêchera pas les accidents de la route, donc il faut prendre ces mesures tout en sachant que le risque zéro n'existe pas. Il faut prendre le maximum de précautions, mais une fois encore, quand vous comparez les méfaits du hooliganisme il y a quelques années et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Le phénomène n'est pas, on n'est plus quand même au drame du Hesel, il n'y a plus ces phénomènes-là. La lutte a été faite, mais il y a toujours des gens qui vont tenter de profiter de la visibilité de l'euro pour régler quelques comptes avec d'autres supporters. Le risque le plus important,
important, c'est bien sûr le risque terroriste. Il a quand même été décidé de garder, non seulement, certains disaient il faut que les matchs soient à guichet fermé, enfin ou sans spectateurs plutôt, clos, etc. Les fan zones aussi ont été gardées parce que l'Euro 2016, c'est aussi une répétition pour notre candidature à Paris 2024. Et selon la façon dont l'Euro 2016, l'accueil des étrangers, on attend quand même des millions. Sur les 2 500 000 tickets vendus, les 2 tiers ont été vendus à des étrangers, qui en plus d'autres vont venir pour aller aux fan zones, etc. Donc c'est un enjeu, l'accueil de ces différents touristes français en France qui vont venir, etc. est extrêmement important. Et toute l'organisation, aussi bien l'accueil des étrangers que le déroulement de la compétition, est important en tant que tel, et important pour crédibiliser également notre dossier Paris 2024. Christophe Ayal. J'en reviens un peu au contexte politique, ou social. En dehors des menaces de grève, manifestations, etc., en France pendant l'Euro, il y a une polémique qui est montée un peu sur l'équipe de France et sur la présence ou pas de Maghrébins dedans. Oui. Est-ce que pour vous, c'est symptomatique de cette polémique, d'un état d'esprit du pays, des questions qui se posent, où est-ce qu'on avait déjà vu ça en fait en 98, en 96 D'une part, il y a quand même 65 millions de sélectionneurs en France, donc il y a toujours des gens qui vont regretter la non-présence d'un tel ou un tel. Oui, mais là, c'est aller plus loin. Là, c'est plus ciblé. Pourquoi ? Il y a eu carrément les accusations. Oui, alors d'Éric Cantona qui reprochait à Deschamps je pense que en disant qu'il n'était pas mélangé, etc. Je pense que ce procès fait à Deschamps est indigne par rapport à ce qu'est Deschamps, par rapport à ce qu'est de France. Ne serait-ce que, c'est même non seulement au-delà de ses qualités morales, c'est une insulte à son intelligence. Il ne se serait pas volontairement privé d'un joueur parce qu'il est d'origine maghrébine, et puis tout d'un coup il appelle Adil Rami, qui n'était même pas réserviste, qui lui aussi est d'origine maghrébine. Donc quand on prend une liste de 23 joueurs, il y a des équilibres à faire, non seulement au meilleur au poste, mais aussi entre les joueurs. Et je regrette à titre personnel, comme supporter, l'absence de Ben Arfa, qui a fait une saison magnifique, mais il y avait d'autres problèmes auparavant. Et donc, on peut critiquer les choix du sélectionneur, c'est ce que font tous les Français régulièrement, mais franchement, et je pense pas, on ne peut pas m'accuser de ne pas être sensible au combat contre le racisme, au combat contre les discriminations, notamment à l'égard des Arabes, etc. Mais très franchement, dire que c'est parce qu'ils ont des origines maghrébines que Ben Arfa et Benzema n'ont pas été pris est faux, injurieux et scandaleux. Est-ce que c'est le reflet d'un climat Oui, parce que forcément, bien sûr, il y a toujours les théories du complot, il y a toujours effectivement cela. Le pays est quand même à fleur de peau sur ces questions-là. Parce que ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il y a eu des chaînes sur les réseaux sociaux, mais bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui ont demandé à ce que Benzema ne soit pas sélectionné parce qu'il est d'origine maghrébine. Parmi ceux qui, dans le public ou parmi certains intellectuels, se sont exprimés pour cela ou sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le Deschamps. Deschamps n'a pas pris Benzema pour cela. Il a pensé, disons, à la tranquillité du groupe selon ses critères de sélectionneur. Christophe Ayal. Alors, tout à l'heure, vous parliez de 2024, la candidature de Paris au JO. C'est extrêmement important. Est-ce que cette fois-ci, Paris a de bonnes chances, après plusieurs échecs qui étaient de peu, est-ce que là, il y a plus de chances, quoi ? Oui, parce que pour une fois, on a appris de nos erreurs, ce qui n'est pas la qualité première de la France généralement. Et pour une fois, on a mis de côté l'arrogance, qui n'est pas toujours la démarche traditionnelle de la France. Pourquoi a-t-on perdu les autres ? Parce qu'on pensait que c'était gagné. Très trop longtemps, la France, en disant « Attention, on est le pays de Coubertin, donc on va avoir les Jeux, c'est normal ». Non, ça suffit pas. Surtout que la France n'a pas bien traité le baron de Coubertin lorsqu'il a voulu recréer les Jeux. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un bon dossier. Il faut aussi faire du lobbying. Il faut employer... La France dit « Ah non, c'est un sale mot, on ne peut pas faire cela ». On a perdu contre Londres en 2012 parce que, à quelques voix près, on n'a pas fait le travail nécessaire au dernier moment. Là, et puis, c'est que le pouvoir politique s'était mis devant pour la candidature 2012, alors que Londres avait le mouvement sportif qui était devant. Enfin, il y avait Tony Blair aussi, quand même. Oui, mais en appui. Pas au premier rang. Au premier rang, c'est Sébastien Coe. Et là, c'est ce que la France fait. Tony Estanguet, Bernard Lapassec, qui sont tous les deux un sportif, 3 médailles d'or, un dirigeant qui arrive à se faire élire comme français, comme président rugby, de la fédération, un fan de rugby, donc aussi bien un dirigeant et un sportif, Tony Estanguet, qui se fait élire au CIO, alors qu'il est un sport qui est quand même minoritaire, qui n'est pas un sport emblématique. Donc ce sont deux négociateurs hors pair, deux personnalité. Alors, ça, c'est pour les atouts. Voilà. Donc, on va les avoir. Et puis, le soutien, effectivement, politique, maire de Paris, région, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, François Hollande,
tous les partis politiques confondus, peut-être à part les Verts, soutiennent cela. Mais là, le mouvement politique, il n'est pas devant, il est derrière, à sa place. Bon. Donc c'est bien parti ? Il y a quand même une candidature de Los Angeles qui est un petit peu dangereuse. Il faudra voir aussi ce que donnent nos débats internes. Parce que si on donne effectivement l'image d'un pays divisé, ce n'est pas bon. Si on donne l'image d'un pays où l'extrême droite est très puissante, ce n'est pas bon. Si on donne l'image d'un pays où le principal débat c'est sur l'islamophobie, ce n'est pas bon non plus. Donc vous me direz, si Donald Trump est élu président des États-Unis en novembre 2016, ça va également peut-être porter atteinte à la popularité de la candidature de Los Angeles. Mais il faut bien voir quand même que nos débats politiques, ils sont vus à l'étranger. On ne vit pas dans un monde en vase clos. Et donc il y a... Toujours sur TV5 ou RFI et le quotidien Le Monde rediffuse voilà, ces débats les gens planétaires. regardent ce qui se passe chez nous. Et donc il y a effectivement un dossier technique qui est excellent, il y a un soutien politique, mais l'état de notre société et l'état de nos débats internes peut également avoir une importance. L'impression qu'on a, Pascal Boniface, c'est que converge cette candidature et le projet du Grand Paris. Qui est de faire sortir Paris de ses murs, du périph', quoi, d'une certaine manière, d'intégrer. Est-ce que la mayonnaise peut prendre, ou est-ce qu'au contraire, on va se retrouver avec d'énormes problèmes où finalement le Grand Paris et les JO ne sont pas compatibles ? Non, au contraire, ils sont complémentaires. Si on est enfin une vraie liaison ferroviaire entre Paris-Centre et Roissy, il faut le faire avant les JO, ça servira et c'est vraiment utile pour tout le monde. On voit bien que le Grand Paris a aussi l'impact des JO, a pris l'impact des JO de la candidature en compte et que cette candidature permet d'accélérer la construction d'infrastructures qui auraient pu être prévues mais qui vont se faire en meilleur temps grâce aux JO. Donc il y a une complémentarité. De même, on a très longtemps opposé exposition universelle et Jeux Olympiques en disant c'est l'un ou l'autre. 2024-2025 alors que l'ironie de l'histoire, c'est que lorsque les JO ont été créés, c'était un appendice des expositions universelles. Les premiers JO, c'est une sorte de complément de programme tout à fait dérisoire des vrais sujets majeurs, l'exposition universelle. Or, quand même, en termes d'impact international, d'impact d'opinion médiatique, les JO sont beaucoup plus importants que l'exposition universelle. Mais on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Ça peut également être complémentaire. Et d'ailleurs, la Chine a eu les JO pour Pékin et l'Expo universelle pour Shanghai. Et vous disiez tout à l'heure, la façon dont va se dérouler l'Euro 2016 peut également influer sur notre capacité. Il y a un facteur, c'est que la maire de Paris souhaite vraiment associer les populations locales, etc. Pour l'instant, au niveau de l'Euro 2016, ça se passe assez mal du côté de Saint-Denis, où on parle d'un Stade de France qui est un peu camp retranché. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important à gérer ? Oui, il y a cette fameuse barrière qui fait polémique. On l'a vu pour la finale de la Coupe de France, c'était un peu dur d'accéder au stade, mais il y a en même temps, on ne peut pas dire attention aux risques terroristes et on circule librement. Donc c'est un dilemme. Il faut adapter cela. C'est vrai que les commerçants autour du stade se sont plaints de ne pas avoir accès aux consommateurs qui viennent généralement uniquement pour la compétition. Je crois que l'enjeu important, ce sera les fan zones. Les fan zones, est-ce que l'endroit où sont les supporters, l'endroit ouvert au public où les gens qui n'ont pas de billets pour un stade peuvent venir se rassembler, généralement faire la fête. Donc il y a bien sûr la question de sécurité. On a vu lors de la commémoration du titre du PSG de champion que ça pouvait un peu, il y a des gens qui veulent régler des comptes. Donc en termes de sécurité, mais vraiment là, la participation du public, pour l'instant, parce que ce qui est incriminé là-dessous, c'est aussi la part des sponsors. Le fait qu'on veuille sécuriser une zone où les sponsors sont comme chez eux et distribuent eux-mêmes. Oui, effectivement. Voilà. Disons que c'est l'envers de la médaille. C'est l'envers de la médaille. Les sponsors payent très cher pour avoir leur nom associé à l'événement. C'est eux qui font que l'événement est finalement possible avec une réelle implication. Et en même temps, ils ont des exigences. Mais il faut faire attention parce que... Mais en même temps, c'est ça qui éloigne l'olympisme et les grandes compétitions sportives des populations. Elle n'éloigne pas des populations, elle éloigne de certains, mais non, parce qu'en fait, il y a quand même des milliards de personnes qui regardent les Jeux Olympiques à la télé malgré les sponsors. Il y a des millions de personnes qui veulent avoir des billets dans les stades et en dépit des sponsors, ou c'est pas les sponsors qui vont les empêcher. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a des règles commerciales et que le CIO doit faire attention de maintenir un équilibre entre le fait, on l'avait dit par exemple, que la Coupe du Monde à Rio, les petits commerçants informels n'avaient pas été suffisamment associés. Il faut faire attention à cela parce que sinon, les sponsors ils vont avoir de la publicité négative s'ils insistent trop de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je voudrais poursuivre sur deux autres compétitions
le mondial 2018 et 2022. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le mondial au Qatar, les conditions de travail des ouvriers, les conditions d'attribution, les conditions climatiques qui font qu'il va devoir se tenir. Mais il y a un mondial avant, qui n'est que dans 2 ans, et dont on parle très très peu, c'est le mondial en Russie. Avec un pays qui est sous sanction, sous sanction occidentale. Occidentale, mais où une bonne partie des pays occidentaux n'ont pas reconnu l'annexion de la Crimée, où il y a des problèmes de loi, notamment de lois réprimant l'homosexualité, etc. Il n'y a pas qu'au Qatar. J'aimerais bien, est-ce que vous connaissez bien ce pays? Est-ce qu'on peut revenir sur est-ce qu'il ne s'annonce pas comme un problème, ce mondial 2018, dont personne ne parle? Non, parce que la Russie a un poids géopolitique qui n'est pas celui du Qatar, donc y compris les Américains ne vont pas trop, pour l'instant, évoquer ce sujet, parce que s'il y avait une remise en cause de la Coupe du Monde en Russie 2018, alors qu'elle a obtenu et que ça a été considéré comme une victoire nationale et personnelle pour Poutine, qui lui aussi enchaîne Sotchi et Coupe du Monde, vous voyez bien que les répercussions ne seront pas les mêmes. Alors, il y a les sanctions occidentales, mais elles sont occidentales. Le Brésil, l'Inde, la Chine n'ont pas... les sanctions de l'ONU. Voilà, c'est pas les sanctions de l'ONU. Il y a aussi, on pourrait ajouter à la liste des problèmes que vous avez cités, ce qui peut poser problème, c'est le phénomène de hooliganisme en Russie et le problème du racisme, notamment du racisme anti-noir. Et donc l'accueil des spectateurs étrangers, il faudra changer, avoir une politique différente des visas, ce qui est prévu, et aussi que les spectateurs de toute couleur et les joueurs de toute couleur ne soient pas importunés, puisqu'il y a un racisme dans les stades en Russie. Mais ensuite, le retirer à la Russie me paraîtrait poser plus de problèmes que... On n'arrive pas à le retirer, mais il va se trouver, l'équipe d'Ukraine peut se qualifier. Ils iront jouer. Ils iront jouer et même Sébastopol. Enfin non, c'est pas prévu. Je pense pas qu'il y ait de match organisé en Crimée. Mais vous savez, on aurait pu dire finalement Londres a eu les gens en 2012 alors qu'ils venaient de faire la guerre d'Irak, dont les répercussions stratégiques ont quand même été un peu plus catastrophiques que l'annexion de la Crimée. Et entre le prix que nous avons tous payé au niveau mondial pour la guerre d'Irak et le prix que l'on paye tous au niveau mondial pour la Crimée, l'annexion de la Crimée, je ne dis pas qu'elle est légale, mais si on compare en termes de conséquences stratégiques négatives la guerre d'Irak et l'annexion de la Crimée, on n'est pas dans la même catégorie. Personne n'a dit il ne faut pas que Londres ait les Jeux Olympiques parce que Tony Blair a menti et a provoqué une guerre catastrophique. Est-ce que vous estimez, Pascal Boniface, qu'une fois attribués les Jeux ou des compétitions, si des soupçons sont avérés dans la façon dont s'est déroulée l'attribution, est-ce qu'il faut envisager de revenir sur le fait de l'attribution? Et là, je pense principalement à Tokyo, déjà 2020, les Jeux de 2020, des soupçons déjà très étayés sur l'attribution. Il faut voir si ces phénomènes de corruption sont avérés. Pour l'instant, on en est au stade de rumeurs, donc il faut avoir des preuves. Et deuxièmement, mais l'enquête est en cours, donc elle n'est pas terminée. Et ensuite, est-ce que ça a vraiment changé la décision? On sait très bien, c'est clos maintenant, que pour avoir la Coupe du Monde en 2006, l'Allemagne a réussi à ce que, à l'époque, il n'y avait que 24 votants, que le délégué de la zone Océanie change son vote alors qu'il avait, semble-t-il, des accointances avec un équipementier important. Donc, on sait qu'un pays concurrent de la France pour 98 avait tenté de donner les cadeaux sans obtenir pour autant la compétition. Donc, il faudrait voir si la fraude a été massive ou si ce sont des arrangements. Mais là encore, on peut dire que la détection est de plus en plus importante et joue son rôle. Vous n'avez pas répondu à la question de Christophe Ayat sur le Qatar. Que cherche le Qatar, ce micro-État pétrolier, en rachetant le club, en accueillant les grandes compétitions? C'est le moyen le plus rapide d'accéder à la visibilité. Qui connaissait le Qatar avant 2010? Les gens qui bossaient dans le gaz et les très férus de géopolitique. Ouais. Depuis l'achat du PSG et l'obtention de la Coupe du Monde, tout le monde connaît le Qatar. Ouais. Tout le monde connaît le Qatar. Alors, des fois mal, parce que le sort des immigrés n'est pas meilleur dans les pays voisins, mais on parle plus de celui du Qatar parce qu'il est visible, la visibilité a des avantages et des inconvénients. Mais l'achat du PSG, pour une somme finalement pas très importante, a fait qu'il n'y a plus aucun Français qui ne sache pas où est le Qatar. Donc le sport, c'est du soft power, c'est de la visibilité. Avantage, inconvénient, parce que la visibilité peut aussi donner lieu à des commentaires négatifs. Mais le Qatar joue effectivement depuis assez longtemps cette
cette carte de la diplomatie sportive parce qu'ils estiment que le sport, c'est populaire et que ça donne effectivement une popularité à bon compte. Alors, vous nous parlez de ces grands événements qui sont autant de tribunes. L'Afrique, par exemple, le Sud n'en organise pratiquement jamais. Est-ce que c'est une donnée économique ? Oui. Alors, reconnaissons quand même, parce qu'il n'a pas que des défauts, que Blatter a tenu parole et que la Coupe du Monde est allée en Afrique du Sud en 2010, alors que tout le monde disait, enfin que beaucoup de gens disaient c'est une catastrophe, il y a plein de gens qui vont être assassinés, violés, jamais ça sera prêt à l'heure, etc. La compétition, bon, sauf pour l'équipe de France, mais sinon, la compétition s'est bien passée, s'est bien déroulée, il n'y a pas eu d'incident et ça a été un événement positif pour l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai qu'en même temps, une compétition du type Jeux Olympiques ou Coupe du Monde, et la Coupe du Monde c'est dans plusieurs villes en même temps, ne peut pas être organisée. On ne pourrait pas faire des Jeux Olympiques à Haïti, on ne pourrait pas faire des Jeux Olympiques dans un pays très très pauvre. Le Maroc avait été candidat pour la Coupe du Monde, il avait un dossier crédible, le Maroc aurait été capable d'accueillir la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques c'est aussi des disciplines très différentes, avec des infrastructures très différentes qui ne sont pas réutilisables tout le temps par tous les pays. Mais il faudrait effectivement, il serait normal que les JO fassent un tour par le continent africain. Et on voit bien qu'il y a une rotation de cela. Et on peut parfois critiquer des choix d'aller ailleurs. Mais quand on avait donné la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis, j'en dis mais c'est pas un pays de football. Lorsqu'on a donné la Coupe du Monde, attribué la Coupe du Monde au Japon, en Corée du Sud en 2002, on a dit mais ce sont pas des pays de football. Mais le football, comme le but, c'est de conquérir le monde de façon pacifique, Et donc il faut aller là où on n'est pas allé auparavant. Que dira le tableau des médailles au soir des Jeux Olympiques, cette hiérarchie ? Eh ben, il en dira beaucoup, comme toujours, sur la force d'un pays, l'image flatteuse. Les Brésiliens ont très peur de ne pas réussir. Ils sont encore traumatisés par la demi-finale perdue 7-1 contre l'Allemagne il y a 2 ans. Et c'est vraiment un traumatisme profond. J'y ai passé une semaine en avril. Ils parlent vraiment que de ça, c'est leur juin 40, quoi. C'est vraiment quelque chose dont ils parlent encore beaucoup. Et donc là, ils souhaitent, mais c'est vrai que sur les sports olympiques, leur nageur, qui était l'un des meilleurs espoirs, n'est pas qualifié. Ils craignent un peu, donc ils veulent bien figurer. Et puis après, on va voir la désormais traditionnelle compétition entre les États-Unis et la Chine. Notre compétition inter-européenne, est-ce que l'on fait mieux que les Allemands, la France ? On a eu un bon bilan à Londres, il faut le maintenir. C'est aussi important psychologiquement pour y compris la candidature. Et puis, si on se remémore l'élan qu'avait donné Londres, c'était à côté, on avait perdu, c'était pas chez nous, mais quand même les Français s'étaient passionnés pour les Jeux Olympiques et pour l'exploit de leurs sportifs. Et alors, si on gagne l'Euro et qu'on a un bon bilan à Rio, est-ce que François Hollande est réélu ? Non, parce que c'est pas immédiatement après. Et donc, il faudrait faire l'élection présidentielle peut-être le 20 août, ou fin août ou début septembre, mais 2016, et non pas 2017. Est-ce qu'à travers le monde, il y a à nouveau cet intérêt chacun pour sa nation, ou bien est-ce qu'on s'intéresse aux compétitions par elles-mêmes ? Il y a un côté chauvin, il y a un côté... Il y a les deux. Ouais, Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui adorent Rafael Nadal sans être espagnol, et il y a beaucoup de gens qui admirent Djokovic sans être serbe. Donc il y a ça, et en même temps, ce qui est frappant dans le sport et dans ces compétitions, c'est que la mondialisation, qu'est-ce qu'on reproche à la globalisation ? C'est de venir effacer les identités nationales. Le sport les recrée. Là, le 10 juin, Sarkozy et Hollande seront au moins d'accord sur un truc. Allez les Bleus. C'est pas si mal. Bon, déjà. Et puis, tous les Français vont se rassembler au-delà de leur querelle et de leurs 400 fromages. Ils vont être tous unis pour soutenir les Bleus. Et donc, le sport recrée de l'identité nationale, mais en même temps, c'est une identité qui n'est pas agressive. Parce qu'on peut également admirer, il n'est pas besoin d'être jamaïcain pour admirer Usain Bolt. Et donc, c'est ça qui est formidable dans le sport, c'est que ça vient quand même briser des barrières et des frontières. Et les affaires, je reviens aux affaires de dopage qui se multiplient tout de même. Est-ce que vous pensez... Elles ne se multiplient pas. C'est la révélation de ces affaires qui se multiplient. C'est la dernière question à Pascal Boniface, vous répondez donc. Quelle influence ça peut avoir sur les très jeunes sportifs en herbe ? De faire attention parce qu'ils peuvent être pris la main dans le sac. Bien. Voilà, vous pourrez suivre... autant que nous aurons les droits sur les images, vous pourrez suivre sur les antennes de TV5 Monde, de RFI et dans le quotidien Le Monde, ces grands événements de la planète. Je vous montre quelques livres de Pascal Boniface, qui ne doit pas dormir beaucoup, puisque la publication est abondante. Géopolitique du sport, donc ce livre qui nous interroge sur les relations entre le sport et les dimensions politiques, géopolitiques. 50 idées reçues sur les relations internationales, notamment. Et puis, Charmant Collin. Et puis, alors vraiment très éclectique, Léo Ferré,
Léo Ferré, le grand chanteur c'est le cri français, du cœur. bien sûr, pour le centenaire de sa naissance. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté cette actualité sportive que vous pourrez suivre à nouveau dans nos journaux. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI et bonne lecture du quotidien Le Monde.